Le gouvernement libérien veut lancer un partenariat public-privé dans 120 écoles primaires à la rentrée de septembre pour un coût de 65 millions de dollars, soit environ 3/4 du budget de l'éducation. Si l'essai s'avère concluant, cette association, avec une dizaine d'entreprises spécialisées dans l'éducation, dont la chaîne Bright International Academy, présente notamment au Kenya, en Ouganda et au Nigeria, sera étendue à tout le primaire. Ce que le ministère a demandé et ce que nous demandons, c'est donnez-nous une année. Peu de gens vont relever ce défi, mais nous croyons au Libéria. Nous sommes prêts à être courageux. Nous sommes prêts à prendre des risques. Nous n'avons pas peur de dire que nous allons rendre nos professeurs meilleurs. Nous allons les rendre efficaces. Nous allons apprendre à vos enfants à lire, à les rendre enthousiastes d'aller à l'école et de les faire rêver concernant leur avenir. Donnez-nous une année, nous en reparlerons en juillet. Le gouvernement récuse le thème de privatisation, soulignant qu'il continuera à payer les salaires et à assurer l'entretien des établissements. Les carences du système sont criantes. Plus de 2/3 des enfants en âge scolaire ne vont pas en classe selon l'ONU et le pays ne comptait en 2013 que 15 000 instituteurs pour 675 000 élèves âgés de 6 à 11 ans, soit 1 pour 45 selon des statistiques officielles. Boussam Abdoulaye a été enlevé il y a 2 ans par Boko Haram et détenu pendant 3 mois avant d'être sauvé et envoyé à Difa, une région du Niger, où le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est occupé d'elle. Les femmes qui ont refusé de se convertir à leur religion ainsi que de devenir leurs femmes ont été séquestrées dans une salle séparée. Nous ne mangions que des haricots. Beaucoup de femmes et d'enfants sont tombés malades. Certains sont morts. Selon moi, la nourriture était empoisonnée. Ils faisaient souvent irruption dans la salle et tiraient en l'air pour nous effrayer. La situation des populations de Malam Fatori et d'Amasak, proches du Niger, s'est aggravée après que les troupes tchadiennes et nigériennes ont quitté les dites localités d'où elles avaient chassé les combattants de Boko Haram en mars 2015. Nous avons aussi ce délai très court qui est donné pour pouvoir les déplacer le plus tôt possible et sans compter que c'est une région qui est désertique, vous le constatez, les camions sont mis beaucoup à l'épreuve pour transporter ces populations-là. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse, nous sommes autour d'une 40aine de degrés à l'ombre, ce qui ne constitue pas une facilité pour les personnes à besoins spécifiques tels que les enfants, les femmes, allaitantes et les femmes enceintes. L'état d'urgence qui accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit, a été instauré en février 2015 après les premières attaques de Boko Haram contre le Niger. Mercredi, le général nigérien Lamidi Adeosun, chef de la force régionale basée dans le bassin du lac Tchad, a critiqué à Niamey la lenteur de la communauté internationale à concrétiser le soutien promis pour lutter efficacement contre Boko Haram. La police congolaise a dispersé hier à coups de gaz lacrymogène une manifestation de l'opposition à Kinshasa pour contester la décision de la Cour constitutionnelle autorisant le président Kabila à rester au pouvoir sans élection. Débutée vers 11 h ce matin, la marche s'est terminée dans le cafouillage à l'approche du boulevard du 24 novembre sans finalement atteindre son point de chute, le siège de la Cour constitutionnelle, une institution que les opposants congolais accusent de faire le jeu du chef de l'État au risque de violer la constitution du pays. Très énervés hier par l'intervention de la police, certains leaders de l'opposition ont rappelé que la constitution congolaise impose d'organiser des élections à 90 jours de la fin du mandat présidentiel. Selon plusieurs témoins, les mêmes scènes de course-poursuite entre manifestants et forces de l'ordre se sont déroulées dans plusieurs provinces du pays où des policiers avaient été déployés tôt ce matin. D'autres témoins joints par des journalistes soutiennent qu'il y a eu des morts dans la région du Nord Kivu, notamment à Goma. Finalement, Bukavu dans le sud Kivu est la seule localité où la marche s'est achevée sans incident, à en croire des représentants locaux de la société civile. À l'approche de la saison estivale, la ministre tunisienne du Tourisme, Salma Rekikeloumi, a fait état dans un entretien d'une légère reprise du secteur en Tunisie qui traverse une profonde crise, notamment liée aux attentats djihadistes en 2015. Nous avons mis en place dans les institutions touristiques, dans les aéroports, obligation d'être aux normes et aux standards internationaux de sécurité. Des procédures ont été mises en place.
Et nous pouvons même aller jusqu'à fermer certains hôtels s'ils ne sont pas aux normes. Les attentats ont eu un effet dévastateur sur le tourisme tunisien. Et jusque-là, les chiffres sont désastreux. D'après la Banque centrale du pays, la chute des recettes touristiques au premier trimestre a atteint 51,7% par rapport à la même période en 2015, à 282 millions de dinars, environ 120 millions d'euros. La ministre Eloumi fonde ses espoirs sur la présence actuelle sur l'île de Djerba de 12 000 touristes et la réouverture courant mai-juin d'une vingtaine d'hôtels sur les 38 qui avaient fermé. Depuis plusieurs mois, les autorités tunisiennes ont renforcé la sécurité et multiplié les actions de lobbying pour montrer patte blanche. Ces actions sont peut-être en train de porter leurs fruits.